Bonjour à tous, donc je suis Philippe Viexorek du pôle de compétitivité Minalogique et aujourd'hui la session du jour, ce petit webinaire, c'est effectivement pour vous faire une petite introduction très naïve à l'intelligence artificielle. Donc je vous remercie déjà de vous être connectés et d'être connectés si nombreux. La session sera enregistrée et rediffusée à l'issue de la présentation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Je pourrai prendre les réponses à l'issue de la présentation. En introduction, un petit remerciement. Donc, c'est certes une action qui est portée par Minalogic, mais notre action a quand même volonté de fédérer tous les acteurs de la région autour de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, nos soutiens financeurs, l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également des structures comme Digital League qui fédèrent les éditeurs de logiciels dans la région. Lyon Easy Eye qui fédère les acteurs plutôt industriels autour de l'intelligence artificielle. Et puis MIAI, côté Grenoble, qui est un institut multidisciplinaire en recherche en intelligence artificielle, donc qui fédère plutôt les acteurs académiques. Donc, introduction, donc IA, donc effectivement, vous avez dit IA. Donc, tout le monde parle de l'IA aujourd'hui, notamment la presse. Donc, j'ai pris un petit extrait qui était sur France TF Info, donc il y a un média comme un autre, plutôt généraliste, et qui prend ce petit robot Nao, donc qui est très bien. Hein, c'est le premier à savoir se relever tout seul une fois qu'il est tombé, donc c'est une très belle chose. Et en fait, il parle de réaliser un exploit. Les chercheurs se sont inspirés du cerveau humain. Il a compris le fonctionnement de la pensée et en gros, il pense. Donc, malheureusement, l'IA telle qu'on l'a définie aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Donc, la presse raconte beaucoup de choses et parfois un peu n'importe quoi. L'autre exemple que j'ai choisi de prendre, c'est effectivement Barack Obama du temps de sa présidence. Et il avait fait un speech au magazine Wire en 2007, donc il commence de dater. Et il parlait effectivement d'IA, d'intelligence artificielle générale, d'IA d'intelligence artificielle spécialisée. Et là, on commence à voir que soit il avait été bien briefé, soit il savait de quoi il parlait. Euh, Puisque effectivement, c'est plutôt, il commence à avoir des bonnes définitions qui s'approchent un peu de ce qu'on peut voir chez les spécialistes. J'ai tenté de vous donner une définition que j'ai honteusement recopiée de Wikipédia, mais qui n'est pas si mauvaise que ça. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle classe l'IA non pas comme une science au sens technologie, mais une science au niveau des sciences cognitives, parce qu'en fait, ça fait effectivement appel à de la neurobiologie computationnelle. Effectivement, on parle de réseaux neuronaux, qui sont la façon dont notre pensée est structurée. Et effectivement, l'intelligence artificielle se base, enfin certaines parties de l'intelligence artificielle se basent sur des réseaux neuronaux artificiels. Et effectivement, pourquoi ça se rapproche plus des sciences cognitives que des sciences techniques quelque part, c'est qu'effectivement l'IA sert à imiter ou à créer des dispositifs qui remplacent ou qui imitent l'homme dans certaines de ses fonctions cognitives. Donc je trouvais cette définition assez intéressante. D'autant plus que ça fait appel à beaucoup de concepts autour de l'éthique, du juridique, et c'est un des sujets de la CNIL ou des RGPD maintenant. Et Wikipédia dit que c'est effectivement un sujet qui est le grand mythe de notre temps. Donc je trouve qu'il y a pas mal de mots qui représentent l'IA telle qu'on l'appréhende aujourd'hui. Effectivement, pour rebondir ce que le président Obama disait, aujourd'hui il y a 3 niveaux d'intelligence artificielle. Donc il y a la narrow intelligence. Donc c'est clairement là où on est aujourd'hui. Donc effectivement, l'intelligence artificielle sert à gérer et à automatiser certaines choses, mais on est peut-être encore un peu loin de l'intelligence humaine. Et vous verrez dans la suite de la présentation qu'on commence à avoir beaucoup d'IA un peu partout. Le deuxième niveau, c'est la générale intelligence. Donc, ce qu'on appelle une intelligence générale, c'est celle qui est à peu près identique ou identique au cerveau moyen humain. Donc, on n'est encore pas là, d'un point de vue intelligence artificielle. Par contre, tous les spécialistes et les experts du domaine disent que cette étape, on a 50% de chances pour que cette étape elle soit atteinte dans pas si longtemps, aux environs de 2040-2050. Et donc, à cette époque-là, effectivement, on aura des machines qui ont les mêmes capacités cognitives que les humains.
Et le troisième niveau, c'est effectivement la super intelligence. Donc, on a encore du mal à mesurer l'étendue de cette chose-là, puisque par définition, ça va dépasser nos capacités intellectuelles. Et donc, ce sera une intelligence artificielle qui sera très, très, très supérieure à ce que le cerveau humain est capable de faire. Et les prédictions aujourd'hui, autant on va mettre du temps pour atteindre l'intelligence générale, la générale intelligence, autant celle-ci, normalement, ce qui est prévu ou ce qui est prédit, c'est qu'elle vienne immédiatement dans la foulée de la générale intelligence. Donc la vraie marche aujourd'hui, c'est effectivement d'atteindre cette fameuse générale intelligence et après, on fera ce qu'on doit faire avec la super intelligence. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve que l'intelligence avec un grand I, ce soit l'humain qui la limite. Donc, ce qui peut inquiéter pas mal autour de l'intelligence artificielle, surtout si la super intelligence arrive juste derrière la générale intelligence, c'est qu'effectivement, on soit largement dépassé par ces choses-là. Et là, on va tomber effectivement sur des mythes type Terminator, sur lequel je reviendrai, qui peuvent nous inquiéter. Donc aujourd'hui, on parle énormément d'IA. On a l'impression que c'est nouveau, cette intelligence artificielle. Donc, est-ce que c'est vraiment une révolution? Et en fait, pas tant que ça. Alors certes, c'est un concept novateur, mais qui date quand même de 50 à 60 ans. Les premières prédictions datent des années 65-70, où des chercheurs, Herbert Simon notamment, avaient dit que dans 20 ans, donc dans les années 85, les machines seraient capables de faire exactement ce qu'un mec fait, ce qu'un homme fait, pardon. Et puis Minsky avait dit, effectivement, dans les années 70, en disant d'ici 3 à 8 ans, effectivement, une machine, elle aura l'intelligence à peu près identique de celle d'un humain. Donc en fait, à ces années-là, on voyait effectivement l'intelligence artificielle égalant l'humain. Donc ça, c'est clairement pas produit, puisque 50 ans après, quasiment, on est quasiment au même point, puisqu'on dit dans 20 ans, on aura une machine qui égale l'humain. Mais les concepts sont là, et on va voir tout de suite pourquoi, effectivement, dans les années 70, ça s'est pas développé comme ça. Donc, si on remet un peu en perspective, on repart toujours des années 60. Donc, la première intelligence dans une machine, c'était Arthur Lee Samuel qui a fait un jeu de dames. Donc, un jeu de dames, c'est assez basique. Néanmoins, moi, personnellement, je suis plutôt nul aux dames, donc je me fais battre par n'importe qui, n'importe quoi. Dans les années 60, effectivement, ça a été la première machine qui battait tous les humains aux dames. Donc, c'est un problème qui est résolu. On ne parlait pas réellement des mêmes technologies que maintenant. Mais néanmoins, il y avait une machine qui commençait à développer une forme d'intelligence. Puis l'industrie, la recherche a continué un petit peu sur les jeux, parce qu'effectivement, c'est les choses qu'on arrive à mesurer facilement. Donc des jeux un peu plus complexes, les échecs. Donc à l'époque, c'était Gary Kasparov, qui était le champion du monde des échecs. Et depuis 1999, Deep Blue, donc c'est une grosse machine d'IBM avec les algorithmes qui vont bien. Et comme vous le voyez sur la photo, ils lui ont fait s'arracher les cheveux, voire pleurer à la fin du résultat, parce qu'il a perdu de manière récurrente. Et depuis les années effectivement 90-2000, de manière récurrente, les humains ne gagnent plus aux échecs face à une machine. En 2011, alors le Jeopardy, c'est une émission de télé américaine où en fait c'est de la culture générale. Donc on a une réponse et puis il faut trouver la question qui amène à cette réponse. Et depuis 2011, effectivement, alors c'est toujours IBM qui était à la manœuvre et leur système d'intelligence artificielle qui s'appelle Watson gagne systématiquement à Watson. Et puis vous pouvez voir sur la photo que les scores sont sans appel, puisque les deux humains sont à 2000 et 5000 points, alors que Watson est à 13 400. Donc c'est voilà. Il y a une autre inflexion dans les années toujours autour de 2010-2014, où si on prend on fait classifier des images par une machine et par un humain. Vous voyez que dans les années 2010, le taux d'erreur était assez élevé pour une intelligence artificielle. Puis à partir des années 2014-2015, le taux a baissé pour passer en dessous du taux d'erreur humain. Donc le taux d'erreur humain, il se situe autour de 5%. Quand on fait de la classification, en gros, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un chien? Et donc depuis les années 2015, la machine est meilleure à discerner qu'est-ce qu'on voit sur une image, entre guillemets, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on interprète d'une image. Si on continue un peu, alors on a continué les jeux, allant dans des jeux de plus en plus complexes. Donc le jeu de Go, qui est effectivement un jeu très très stratégique.
Depuis 2016, AlphaGo, c'est un projet de Google. Et Lee Sedol, qui est un Coréen qui était, je crois que c'était le 2e ou le 3e meilleur joueur de Go du monde, il perd de manière régulière maintenant contre ces machines-là. Donc les jeux sont également résolus d'un point de vue machine. Libratus, c'est un projet libre qui joue au poker. Et donc là, c'est intéressant parce que, à la différence des échecs, des dames ou du Go, où il y a, enfin, c'est de la stratégie, mais il y a pas de comportement typiquement humain comme le bluff ou le mensonge ou voilà. Dans le poker, c'est différent. Et donc Libratus a commencé à battre des humains. Alors sur des domaines qui sont un peu plus restreints. Aujourd'hui, Libratus, il sait gagner quand il se trouve face à un seul humain. Par contre, il aura un peu plus de mal s'il a une table de poker. Et en gros, s'il atteint la finale d'un tournoi, l'humain n'aura pas beaucoup de chance face à Libratus. Et il saura détecter effectivement. Alors, il ne détectera pas le bluff. Par contre, par des jeux de probabilité, il sera plus à même qu'un cerveau humain d'analyser la situation et donc de parier en conséquence. J'ai mis d'autres projets également. Donc, vous avez peut-être vu effectivement le Sophia de Hanson Robotics. Donc, Sophia, c'est une androïde à forme humaine. Donc, effectivement, ils ont essayé de personnifier effectivement une machine en lui donnant forme humaine. Ce qui était assez intéressant d'un point de vue Sophia, c'est qu'elle semblait être capable de mener des interviews et des conversations complètes en ayant sa propre personnalité. Et ce qui avait un peu défrayé la chronique, c'est que de manière où on n'a pas réellement su si elle plaisantait ou si elle était sérieuse, elle avait dit de toute manière, les humains, vous êtes tellement imparfaits que nous, les machines, on finira par vous éliminer. Et donc, ça avait relancé le débat un peu Terminator. Si on gratte un peu, en fait, Sophia, c'est vraiment une prouesse d'un point de vue du rendu visuel, parce qu'effectivement, elle est capable d'avoir des expressions, elle est capable de sourire, elle est capable de cligner les yeux. Elle affiche effectivement des sensations de joie, de tristesse, etc. Par contre, ses réactions ne sont pas complètement autonomes, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui lui injecte des idées quand elle discourt avec son auditoire. Mais quand même, c'est une belle prouesse. Et puis plus récemment, toujours IBM, ou je dirais encore IBM, qui est assez actif sur ces projets de recherche-là, a créé un débatteur. Donc un débatteur, aux US, il y a beaucoup de concours effectivement de débats publics. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils prennent un sujet. En l'occurrence, sur cet exemple-là, c'était faut-il subventionner les écoles maternelles et les rendre gratuites? Et sur les deux débatteurs, c'est toujours deux personnes qui s'opposent et c'est tiré au sort. Il y en a un qui doit être pour, l'autre contre. Ils ont une petite demi-heure de préparation et après, ils rentrent dans un débat. Et à l'issue du débat, en fait, est déterminé qui a gagné, c'est-à-dire l'un des deux orateurs qui a fait changer le public d'avis, d'opinion. Et ce qui était intéressant, c'est que effectivement IBM a une machine qui s'exprime en très bon américain. Je me rappelle plus le nom du débatteur, c'est un Indien qui est champion du monde de débat, donc il a l'habitude d'argumenter, etc. Et l'humain a gagné au bout de 2 heures de débat, mais effectivement, je dirais de justesse. Et il a gagné sur la partie proximité avec son auditoire et non pas sur l'aspect données objectives. Donc c'est quand même intéressant. C'est quand même aussi rassurant de se dire qu'un humain a toujours le dessus d'une machine, mais je dirais que ça se rapproche un peu. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y en a vraiment, vraiment partout. Donc vous êtes tous confrontés à des plateformes de support où rapidement vous vous rendez compte que ce n'est pas un humain qui vous parle parce qu'il ne comprend pas tout et il a l'air d'être un peu répétitif, etc. Donc ça s'appelle un chatbot, ces choses-là. On voit de plus en plus de véhicules autonomes. Alors celui que j'ai choisi d'illustrer, il est un peu futuriste, on l'a encore pas, mais peut-être on n'est pas si loin. Le monde de la finance fait énormément appel à l'intelligence artificielle pour essayer de prédire des choses, pour essayer, voilà. Alors l'image n'est pas très explicite, mais le monde de la santé, ça se voulait illustrer le monde de la santé. Effectivement, on a de plus en plus d'analyses d'images. Alors on n'est pas encore au diagnostic, et heureusement. Mais il y a beaucoup de corrélations, d'analyses d'images qui se font de manière automatique. L'image du haut, c'est d'un point de vue jeu. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un jeu qui ne s'adapte pas aux capacités de son opposant. L'idée, c'est que si la machine est trop forte, vous allez rapidement vous lasser, vous n'allez peut-être pas acheter le jeu.
Par contre, si elle s'adapte à votre niveau ou si elle essaye de voilà, vous allez être un peu plus actif dans le jeu. Beaucoup moins sympa, c'est l'image du bas. Donc effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui est très très utilisée sur tout ce qui va être surveillance de population, voire militaire, avec des drones qui effectivement n'ont pas toujours des comportements forcément sympas. Mais voilà, c'est là où on est aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement mon syndrome Terminator. Hein, donc vous le connaissez bien. Hein, donc Terminator, pour ceux qui y auraient échappé, ben, en deux mots, c'est les machines qui deviennent intelligentes, qui gèrent le monde. Les humains ne travaillent plus, et puis les machines finissent par se dire que ben, la race humaine est tellement imparfaite qu'il faut l'éliminer. Donc c'est un peu l'histoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour reprendre l'exemple d'après, il y a pas que des robots sympathiques. Hein, donc celui du milieu, c'est Boston Robotics. Si vous les connaissez pas, allez faire un tour sur YouTube. Ils sont pas fondamentalement méchants. Par contre, ils font des choses qui pourraient être utilisées de manière un peu plus belliqueuse qu'ils ne le sont aujourd'hui. L'image en haut à gauche, c'est un robot policier en fait qui surveille. C'est un développement coréen. À ma connaissance, il n'est pas en opération, mais il est capable de surveiller ce qui se passe dans la rue, voire de distribuer des PV comme bon lui semble. Et puis après, il y a des choses encore plus inquiétantes de robots complètement autonomes qui, vous pouvez voir, qui sont un peu plus lourdement armés que les deux autres. Et donc, qui effectivement pourraient être inquiétantes. Sur la partie droite de la slide, vous voyez quelques chiffres clés qui vous montrent quand même que les grandes puissances aujourd'hui mettent pas mal d'argent dans ces choses autonomes un peu agressives. Donc les US ont multiplié par 4 leurs dépenses sur les drones. Israël est très très actif sur des drones de surveillance et de frappe de précision. Les investissements aux US, toujours pareil, sur tout ce qui est armes autonomes a été multiplié par 14 pardon, aussi en 2014. Et donc pour juste donner un petit peu de voilà, on commence d'avoir une prise de conscience qui disent faut peut-être qu'on fasse attention avec ces choses-là. Donc il y a une lettre ouverte qui a été faite à l'ONU demandant le bannissement de l'IA dans ces choses-là. Et puis en 2020, il y a une création des activistes internationaux qui se sont réunis en disant l'IA c'est très bien, mais il faut peut-être qu'on regarde juste à ce que ce soit positif pour l'humanité. Un autre mythe, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, et même les plus jeunes générations qui sont assez sensibles, enfin assez exposées à Facebook et donc ont une grande tolérance au numérique, disent aujourd'hui, l'IA c'est bien gentil, mais les machines vont penser à ma place, je vais peut-être perdre mon job, etc., etc. Alors, il y a quelques études qui vont dans ce sens-là, notamment une étude de McKinsey qui dit que 800 millions de travailleurs vont perdre leur job d'ici 2030. Voilà. Le côté positif qu'il faut voir dans cette étude, c'est qu'il y a moins de 5% des emplois qui sont complètement automatisables aujourd'hui. Et effectivement, il y a une étude du World Economic Forum qui dit que 47% des emplois dans les 20 prochaines années vont disparaître aux US. Et donc, ça veut dire à peu près 75 millions de jobs. Mais en contrepartie, il y aurait 133 millions d'emplois qui seront créés. Donc certes, l'IA va peut-être détruire certains types d'emplois, mais va peut-être en créer d'autres qui seront a priori moins pénibles et certainement mieux rémunérés. Donc, si on regarde un peu, et ça m'a fait rire. Alors, si vous voulez voir, il y a un site qui me fait sourire, qui est en référence là-dessus, qui s'appelle Will Robots Take My Jobs. Et en fait, vous catégorisez votre job et en fait, ça vous donne un pourcentage de chance ou de risque que votre job disparaisse. Donc, c'est clair que dans les jobs qui vont disparaître, toutes les choses un peu répétitives de télémarketing, de revues de documents très fastidieuses, etc. C'est potentiellement à risque. Et par contre, il y en a un qui m'a fait sourire dans cette slide-là, c'est effectivement tout ce qui est lié au spirituel, donc notamment tout ce qui s'appelle clergie, donc tout ce qui est clergé, etc. Il y a quand même 8 millièmes de chance que ça disparaisse, donc faut faire curer en fait si vous voulez conserver votre job. Voilà. Donc, ce qui est vrai, c'est la partie gauche de la slide,
c'est que l'IA aujourd'hui, elle est plus prédictible qu'un humain, donc elle est plus rapide, elle opère en plus de sécurité, elle est forcément plus prédictive et a priori elle est de meilleure qualité. Euh, Par contre, ce qui est un frein au développement de l'IA, c'est effectivement c'est souvent très très cher, ça tombe en panne. Et puis surtout, ça n'a aucune intelligence et émotion. Et donc, l'inconvénient aussi de déployer l'intelligence artificielle massivement, c'est que ça pourrait créer du chômage. L'intelligence artificielle, normalement, doit concourir à la satisfaction des humains, parce que c'est pour ça qu'on la met en place. Donc, il n'est pas question non plus de ne plus travailler. Donc, désolé, il va falloir qu'on retourne au travail pendant quelques temps encore. Voilà. Plus concrètement, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce sera le sujet du prochain webinaire du mois prochain. Je vous ai mis cette slide-là parce qu'il y a énormément de termes que vous pouvez entendre. Donc, pour faire court, dès qu'on parle d'IA, on parle de machine learning. Donc, il y a plein de déclinaisons du machine learning, du reinforcement learning, unsupervised, supervised learning, etc. Et ce que vous voyez dans les petites bulles, c'est plutôt des applications. Donc, en gros, à quoi ça sert. Donc, voilà. Donc, souvent, j'ai entendu dire des gens qui disent j'aime pas parler d'IA, et c'est juste vrai, parce que l'IA, ça se programme en PowerPoint, alors que le machine learning, ça se programme en C. Donc, effectivement, je pense qu'il faut dans notre connaissance et dans notre compréhension de ces technologies-là, il faut qu'on descende un cran plus loin, et c'est ce qu'on vous proposera au webinaire du mois prochain. Mais en gros, vous pouvez retenir dans un premier temps déjà que tout ce qui est supervised learning, c'est plutôt tout ce qui est lié à la vision, à la classification d'images, à la corrélation de données, etc. Tout ce qui est unsupervised learning, c'est lié à tout ce qui va être découverte, donc peut-être exploration d'un bâtiment, exploration d'incertitude. Tout ce qui est du reinforcement learning, donc apprentissage par renforcement, c'est plutôt autour des jeux, autour des choses comme ça. Et puis le deep learning va être très utile pour dès qu'on veut traiter du langage naturel, faire de la reconnaissance, qu'elle soit textuelle ou vocale, et donc de la speech recognition. Alors aujourd'hui, on pourrait se demander pourquoi l'IA aujourd'hui, parce que je suis en train de vous dire qu'il y a 50 ans, et ça fait 50 ans que ça existe, qu'on en connaît les concepts, et pourquoi on ne l'a pas fait avant. En fait, aujourd'hui, ce qui rend l'IA, l'intelligence artificielle possible, c'est une combinaison entre la loi de Moore, les processeurs, il y a 50 ans, on n'avait pas autant de puissance de calcul. Et donc, avec la loi de Moore qui effectivement double la capacité tous les ans, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup plus de processeurs, beaucoup plus de calculs, beaucoup plus de mémoire, et ce qui fait qu'on peut traiter les données. Et justement, à ce propos des données, avant, on n'avait pas toutes les données, alors qu'aujourd'hui, avec l'Internet des objets, effectivement, on peut mesurer n'importe quelle grandeur physique et y appliquer des traitements pour en dériver une tendance, une recommandation, une prédiction, etc. etc. Et effectivement, l'aspect virtualisation permet également d'avoir du calcul partagé, disponible partout, tout le temps, etc. etc. Et ce qui fait que c'est autant de choses qui font que l'intelligence artificielle peut émerger aujourd'hui. Et la boucle est bouclée parce que plus on avance sur les algos d'intelligence artificielle, plus on modifie les processeurs et on recommence et on tourne comme ça. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un cercle vertueux qui rend possible des choses qui ne l'étaient pas il y a 50 ans. Si on revient effectivement sur les limitations de l'intelligence artificielle, donc je vous ai parlé du débatteur. Et aujourd'hui, si on reprend, alors ça commence vraiment à remonter à longtemps, puisque là, on parle d'Aristote, hein, donc le triangle aricurique. Donc Aristote avait défini les relations humaines selon 3 axes, donc qui étaient le logos, le pathos et l'éthos. Le logos, c'est je dirais, le tangible, c'est la preuve, c'est le fait, c'est la chose qui est effectivement qui pose pas de questions. Le pathos, c'est plus le sentiment, c'est l'influence, c'est la motivation, c'est quelque chose qui est un peu plus virtuel quelque part ou intangible. Et puis effectivement, l'éthos, c'est le sentiment, la perception, l'intelligence, la morale, donc des choses que les machines n'ont pas forcément. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les humains sont quand même intelligents, donc on a une partie de logos, mais clairement la machine surpasse l'humain aujourd'hui.
Dans l'exemple du débatteur d'IBM, effectivement, en 15 minutes, une machine telle que les machines d'IBM peuvent brasser des milliards d'informations, alors qu'un humain, en un quart d'heure, il ne va pas faire grand-chose. Enfin, il va faire une certaine chose, mais pas autant. Par contre, là où en fait, on reste encore très, très supérieur, c'est effectivement sur les deux autres axes, qui sont le pathos et l'éthos. Parce qu'effectivement, on a cette capacité typiquement humaine de créer de l'empathie ou peut-être le petit trait d'humour qui fait que voilà, on va créer une connexion avec notre auditoire, et ce qui fait que on sera plus apte à saisir la situation, à adapter notre discours, alors qu'une machine, elle sera beaucoup plus systématique quelque part, et donc moins humaine. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire des intelligences artificielles, c'est que finalement, c'est des savantes idiotes. C'est-à-dire qu'effectivement, elles savent beaucoup de choses, mais elles sont un peu bêtes, quelque part. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, elle est hyper spécialisée, donc elle ne se rappelle pas forcément de ce qui s'est passé avant. Elle ne sait pas non plus entrevoir les réactions ou prédire réellement ce qui va se passer. Elle est surtout privée d'intuition physique et psychologique. Et puis aujourd'hui, même si Sophia commence d'avoir des postures humaines, enfin au moins des mimiques humaines, les machines n'ont pas de posture, n'incarnent pas un humain. Et il y a même des travaux de recherche qui disent que c'est une erreur aujourd'hui de faire en sorte qu'une machine ressemble à un humain, parce qu'on met un niveau d'attente d'interaction humaine, alors qu'aujourd'hui les machines n'en sont pas capables. Et donc du coup, on est tout de suite déçu. Alors que quand on a une cafetière qui sait à quelle heure on déjeune et qui prépare notre café avant, etc., elle a une tête de cafetière, elle est carrée, elle est pas belle, etc., mais néanmoins elle fait son job et on en est content. Et là où effectivement l'intelligence artificielle est très très limitée, c'est qu'elle ne sait pas gérer les situations complexes ou les situations changeantes. Et également, là où un humain est très bon, c'est dès qu'on a des choses un peu mouvantes, mal définies, etc., on trouvera une solution, alors que la machine, elle sera bloquée. Et quelque part, un humain, plus la difficulté augmente, plus on sait résoudre, quoi. Si vous avez le courage, il y a un bouquin qui est vraiment bien fait, qui s'appelle Super Intelligence de Nick Bostrom. Donc, c'est un philosophe suédois, je crois. Et en fait, son observation de départ, c'est se dire, aujourd'hui, les humains sont la super intelligence des singes. Et donc, les singes, en fait, ils continuent de vivre, mais leur destinée est quand même intimement liée à ce que les humains vont en faire. Donc, si on décide de les tuer, on les tue. Si on décide de les protéger, ils survivront. Si on décide de les nourrir, ils n'auront plus besoin de se chercher à nourrir. Et en fait, sa réflexion, c'est de dire, si demain, effectivement, on crée une intelligence artificielle qui devient une super intelligence, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le bouquin, je suis en train de le lire, hein, donc je ne suis pas encore au bout de sa conclusion, mais c'est assez intéressant parce que il fait le point d'où on en est, et puis il imagine des chemins, comment aller vers la super intelligence, et qu'est-ce qui se passe s'il se passe ça, et est-ce qu'on est très loin, etc., etc. Alors, pour être positif, c'est qu'effectivement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on s'en rend compte du danger potentiel de l'intelligence artificielle, donc il ne faut pas non plus en avoir peur. Par contre, la technologie avance relativement vite, et la législation, enfin les lois qui encadrent ces choses-là, c'est plutôt lent. Par contre, effectivement, comme j'ai mentionné, il y a eu cette lettre ouverte à l'ONU et puis la création de AI for Good. Donc, quelque part, la communauté prend conscience et se mobilise, donc c'est plutôt pas mal. On voit de plus en plus d'acteurs de l'IA qui parlent d'éthique, et c'est plutôt une bonne chose. Et puis après, vous verrez, je vais parler aussi 2 secondes de ce qui se passe dans la région. Vous verrez qu'on a un bon différenciateur par rapport à ça. Et également, les institutions, c'est le point positif, commencent à bouger autour de ces choses-là. Et alors, on verra ce qu'ils font, mais c'est déjà bien qu'il y ait une prise de conscience. Donc, si on ramène ça, l'IA dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a la chance d'avoir effectivement un institut interdisciplinaire en intelligence artificielle. Donc, ces outils-là, c'est des choses qui ont été lancées il y a 2 ans, oui, il y a eu 1 an ou 2 ans. Et l'idée, c'était de fédérer des communautés de recherche qui sont à l'état de l'art mondial, et on en a en France, et de les aider un peu à rester à leur niveau, voire à devenir meilleurs, et à effectivement essayer d'entraîner des industriels. Donc il y en a eu 4, je crois qu'il y a eu une
12 dossiers déposés en France. Il y en a eu 4 qui ont eu la chance d'être investis, d'être nommés. Donc, il y en a un à Toulouse, un à Nice, un à Paris et un à Grenoble. Donc, en ce qui concerne l'axe de l'Institut de Grenoble, il y a 3 axes principaux. Donc, il y a un axe de recherche avec 32 chaires de recherche. Donc, il y en a un certain nombre qui sont sur des axes technologiques et les marchés visés sont les 3 que vous voyez là, donc santé, environnement, énergie et industrie 4.0. Il y a également 8 masters, donc il y a une partie éducation avec 8 masters plus de la formation continue et également un programme business pour faire émerger des startups et puis développer les industriels qui sont déjà lancés en IA et qui voudraient effectivement continuer de se différencier. On peut citer également Lyon is AI, donc effectivement comme son nom l'indique, c'est une association à Lyon qui fédère tous les acteurs économiques de l'IA en région lyonnaise. Et puis également, il y a quelques initiatives régionales. Donc, il y a notamment l'État et la région qui sont en train de réfléchir à comment on continue de développer l'IA. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a une excellence scientifique, on a un certain nombre d'acteurs et un certain nombre d'utilisateurs. Et donc, comment on va faire pour faire en sorte qu'on continue de se développer, qu'on devienne de plus en plus meilleur sur ce sujet. Il y a 4 axes de réflexion, il y a une cartographie des acteurs, donc je dirais presque que ça, c'est la partie facile. Il y a un axe, effectivement, formation-éducation, donc formation initiale, formation continue. Éducation, c'est plus de l'éducation du marché, donc que chacun élève son niveau de compétence sur l'intelligence artificielle. Il y a effectivement un axe également financement des acteurs déjà présents dans l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que c'est plus destiné aux spécialistes de l'IA pour qu'ils continuent de rester à l'état de l'art mondial. Et puis, il y a un dernier axe autour de comment on fait en sorte que les entreprises non spécialistes de l'IA ou pas forcément, dont c'est pas forcément le métier, arrivent à intégrer de la technologie. Donc aujourd'hui, on se fédère, hein, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est les gens que j'ai remerciés en introduction, mais aujourd'hui, on est clairement, c'est pas que Minogic qui est actif là-dessus. Donc ça, c'est plutôt les acteurs techniques. Dans un deuxième temps, probablement, on appellera effectivement des acteurs plutôt marché à venir nous rejoindre également. Parce que l'IA pour l'IA, c'est très bien, mais l'IA sur un marché, ça nous offre d'autres perspectives. Donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est le premier d'une série qu'on espère longue. Donc il y a une dizaine de webinaires qui ont été prévus à raison d'un par mois. Donc c'est tous les vendredis sur le même créneau, 13h30, 14h30. Également, on a lancé le collectif des 4 acteurs précédents a lancé un site web hier qui s'appelle miainnovation.fr. Et donc, l'idée, c'est effectivement que tout un chacun puisse publier sa vision ou ce qu'il a envie de raconter des choses sur l'IA. Donc, j'ai commencé à publier un peu pour vous montrer que on raconte pas que des trucs intelligents, puisque là, c'est sans aucune prétention. J'avais envie de dire des choses sur l'IA, donc je vais poster quelques articles là-bas. Ça peut être réellement des témoignages de use case, des interrogations, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'élever, et sans autre prétention d'essayer d'élever notre compréhension ensemble de ces choses-là. Et puis effectivement, c'est le 3e point, on est ouvert à répondre à vos attentes. Donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit Minogic, Digital League, MIAI ou Lyon et AI. C'est vrai que j'aurais peut-être des contacts, mais je les renverrai dans le follow-up avec le replay. Puis voilà, je crois que je suis au bout de ma présentation. Ouais, effectivement, donc ça, c'est les prochains webinaires. Donc chaque premier vendredi du mois. Donc vous venez de voir celui d'aujourd'hui. Le suivant, effectivement, ce sera un peu plus sur la technologie. On aura ensuite les 3 suivants seront sur les grands enjeux de l'IA. Donc il y a une grosse tendance effectivement de mettre un peu d'intelligence, de rapprocher un peu d'intelligence du terrain. Donc ça s'appelle l'IA embarquée. Il y a un autre enjeu autour de l'IA qui est aujourd'hui le logiciel d'un Airbus. On prouve mathématiquement par preuve formelle qu'il est correct et qu'il aura le comportement correct.
Le problème avec une IA, c'est qu'on a beau prouver que le réseau neuronal, il fait ce qu'il faut, et c'est un peu comme un enfant, hein, si on ne lui a pas inculqué les bonnes valeurs et si on l'a nourri avec pas les bonnes données, il ne va pas avoir un comportement approprié. Et donc le problème qui se pose dans l'IA, c'est que on peut continuer à tester des modèles, mais peut-être qu'il faut aussi valider les données. Donc c'est ce dont on vous parlera le 8 janvier prochain. On commence de voir poindre effectivement le quantique, l'ordinateur quantique amène des choses particulières pour l'IA, donc on vous en parlera en février. Et puis après, on reviendra sur les business models de l'IA et un peu plus vous présenter les chaires qui sont présentes dans MIAI. Il y en a notamment une en avril qui va être très intéressante parce que c'est un des gros différenciateurs de l'Institut en recherche autour de l'éthique. À ma connaissance aujourd'hui, Grenoble, MIAI est le seul institut à s'intéresser à l'éthique en IA. L'IA, on la voit partout, tous les salons que j'ai fait récemment, tout le monde affiche en disant je fais de l'IA, je fais de l'IA. J'ai pas vu un acteur ou très très peu d'acteurs qui parlent d'éthique et d'implication. Donc pourtant, il nous semble que c'est un des éléments majeurs, un des enjeux majeurs de ces technologies-là. Voilà, je vais peut-être passer la main à Christine pour